Bonjour, bienvenue dans cette séance de tutorat. Je me présente, je m'appelle Islam Wintan et je serai votre tuteur aujourd'hui pour cette séance de physiologie. Alors aujourd'hui, on va voir le cours de la physiologie du muscle strié squelettique. Regardons ensemble le plan du cours. En première partie, on va avoir l'introduction qui va comporter différentes définitions et généralités concernant le cours. Ensuite, en seconde partie, on va avoir l'anatomie physiologique, où on va traiter la macroscopie du muscle strié, la microscopie, l'unité motrice, l'unité fonctionnelle contractile qu'on appelle sarcomère, et le réticulum endoplasmique. En ce qui concerne la dernière partie, ça concernera la contraction musculaire. Donc le mécanisme général, le couplage excitation-contraction du muscle, et enfin le mécanisme moléculaire. Commençons par la première partie de l'introduction. Il faut savoir qu'il y a trois types de muscles dans le corps humain. Les muscles lisses, le muscle strié cardiaque et le muscle strié squelettique. Le muscle lisse est retrouvé au niveau des organes internes, comme les intestins, l'estomac, les vaisseaux sanguins, etc. En ce qui concerne le muscle strié cardiaque, comme son nom l'indique, il va être retrouvé au niveau du cœur. Pour le muscle strié squelettique, c'est le muscle qui va recouvrir notre squelette et qui va permettre de bouger les différentes parties de nos corps. La totalité des muscles qui recouvrent le squelette sont au nombre de 639. La contraction des muscles lisses et striés cardiaques va être dite involontaire et donc contrôlée par le système nerveux autonome ou système nerveux végétatif, tandis que la contraction du muscle strié squelettique, elle, va être volontaire et donc dépendante de la volonté de la personne et qui va être contrôlée par le système nerveux périphérique. Les muscles ont pour rôle trois fonctions essentielles. La production de mouvement, c'est-à-dire la mobilité dans l'espace, la stabilisation de la position du corps, qui va permettre au corps de lutter contre la gravité et de rester debout, et enfin la production de chaleur, la thermogénèse. Les deux premières fonctions vont être régies par le muscle strié squelettique, et la dernière va être le rôle de tous les muscles. Le muscle strié squelettique est considéré comme l'organe effecteur de la motricité somatique. C'est donc les deux premières fonctions. C'est ce dont on a parlé. C'est l'organe qui va pouvoir euh, être l'effecteur de la motricité, donc de la mobilité du corps. C'est l'organe du mouvement. Comme on va le voir dans ces deux schémas, le tissu musculaire représente une très grande et importante partie dans le corps humain. Ici, chez l'homme, il représente 36% de la masse corporelle totale, contre 29% pour les viscères, 15% pour le tissu osseux, 13% pour le tissu adipeux, donc le gras, et 7% pour le tissu sanguin. Chez la femme, il représente un peu moins, vu que la femme a été constituée de façon à ce qu'elle ait moins de muscles, mais plus de tissu adipeux. La femme aura pour elle 29% de tissu musculaire pour la masse totale complète, 15% pour le tissu osseux, 29% pour les viscères, 7% pour le tissu sanguin et 20% pour le tissu adipeux. Nous entamons la deuxième partie du cours qui concerne l'anatomie physiologique. Commençons par l'aspect macroscopique. Le muscle va être constitué de plusieurs faisceaux de fibres musculaires. Le faisceau de fibres musculaires, quant à lui, va être constitué de plusieurs fibres musculaires. Les fibres musculaires vont se diviser en un ensemble de myofibrilles, et enfin, la myofibrie va se diviser en myofilaments. On va voir chaque partie plus en détail dans le reste du cours. Là, il faut savoir que le muscle, qui est la structure la plus macroscopique, va être entouré par une enveloppe conjonctive appelée l'épimysium. Ensuite, le faisceau de fibres musculaires va quant à lui être entouré du périmysium. Et enfin, la fibre musculaire va être entourée de l'endomysium. Ces trois enveloppes conjonctives vont se rejoindre au bout du muscle
pour former le tendon qui va se rattacher à l'os. Ce tendon va assurer la transmission mécanique des forces exercées par les structures contractiles. Ça veut dire que quand le muscle va se contracter, il va créer une certaine force mécanique qui va être transmise à l'os par le biais du tendon et qui va permettre le mouvement de l'os. Il faut aussi savoir que la fibre musculaire en elle-même va contenir entre 100 000 à 1 million d'éléments contractiles indépendants et arrangés parallèlement, appelés myofibrilles. C'est ce qu'on va voir plus en détail dans le reste du cours. Passons maintenant à l'aspect microscopique. La fibre musculaire est une cellule allongée, appelée myocyte, qui est multinucléée, contenant entre 2 à 5 noyaux, qui possède une membrane cytoplasmique qu'on appelle sarcolemme et un cytoplasme qu'on appelle le sarcoplasme. Ce sarcoplasme va contenir plusieurs organites qu'on va citer. Le réticulum endoplasmique, des molécules d'ATP, des myofibrilles, qu'on va voir plus en détail dans la suite du cours, du glycogène, des protéines libres, des lipides, qui vont sûrement constituer les réserves énergétiques de la cellule, et enfin les mitochondries. Comme on le voit sur ce schéma, le muscle va être contrôlé ou innervé par plusieurs neurones moteurs qui sont appelés motoneurones. Le corps cellulaire de ces motoneurones est localisé au niveau de la corne antérieure de la moelle épinière. L'axone de ces neurones va cheminer le long de la moelle épinière, puis à l'intérieur des nerfs périphériques, où il va aller jusqu'au niveau des muscles, où il va innerver entre 100 à 1000 fibres musculaires. Le motoneurone alpha, plus l'ensemble des fibres musculaires qui l'innervent, est appelé l'unité motrice. La myofibrille est un élément cylindrique qui est allongé et contractile. Au microscope électronique, elle apparaît comme une alternance régulière de zones claires, qui sont appelées les bandes I, et de zones sombres, qui sont appelées les bandes A. Comme on l'a vu tout à l'heure, la myofibrille est constituée de myofilaments. Ces myofilaments sont de deux types, des myofilaments fins et des myofilaments épais. Et ces zones claires ou zones sombres vont avoir un aspect au microscope électronique selon le nombre et le type de myofilaments qui vont être localisés à cet endroit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple qu'au niveau de la bande I, il y a des myofilaments fins qui vont avoir un aspect clair au niveau du microscope électronique. Et qu'au niveau de la bande A, on va avoir des myofilaments épais plus les myofilaments fins, ce qui va avoir un aspect sombre au niveau du microscope électronique. Et c'est ce qui va donner cette alternance de bandes claires et de bandes sombres. Il faut savoir qu'au niveau de chaque myofibrille, on va avoir au même niveau les bandes I et les bandes A, ce qui va donner à la fibre en entier son aspect strié. Au milieu de chaque bande I, on va retrouver une membrane transversale qui est appelée la strie Z. Au milieu de chaque bande A, on va avoir une zone claire appelée la zone H. Et au milieu de cette zone, on va avoir la ligne M. La partie de la myofibrille qui est comprise entre deux stries Z est appelée le sarcomère. C'est l'unité fonctionnelle contractile. On va parler maintenant des myofilaments qui constituent la myofibrille. On a dit qu'il y avait deux types de myofilaments. On va commencer d'abord par le filament épais de myosine. La myosine est une protéine lourde qui a un aspect de club de golf, comme on le voit ici. Elle est constituée d'une partie céphalique et d'une partie caudale. La partie céphalique est constituée de la tête de myosine plus la partie cervicale qui est constituée par la méromyosine lourde. La partie caudale, quant à elle, est constituée par la méromyosine légère. La tête de myosine est un site de fixation de l'ATP. Elle a une disposition particulière. Le manche est orienté vers le centre du sarcomère et la mobilité de la partie cervico-céphalique, à la manière d'une articulation,
va permettre la fixation réversible du filament épais avec le filament fin et donc de leur glissement les uns sur les autres qui va permettre la contraction. On va voir tout ça plus tard dans le cours, ce sera la dernière partie. Le deuxième myofilament est le filament fin d'actine. Il est formé de trois parties, l'actine, la tropomyosine et la troponine. L'actine est une protéine globulaire qui est appelée l'actine G. C'est ces petites boules sur le schéma. Dans une solution, l'actine G va être polymérisée en actine F, sous forme de chaîne qui ressemble à un enfilement de perles. C'est une chaîne, voilà. C'est une chaîne de protéines globulaires qui va devenir une protéine fibrillaire. Les deux chaînes d'actine F vont s'enrouler à la manière d'une hélice pour former un filament d'actine. C'est à la même manière que l'ADN. La deuxième protéine, c'est la tropomyosine. C'est une protéine qui est constituée de deux chaînes polypeptidiques et qui va s'enrouler autour du filament d'actine pour le stabiliser. Donc le rôle de la tropomyosine, c'est la stabilisation des filaments d'actine. C'est la protéine représentée en bleu ici. Enfin, la dernière protéine, c'est la troponine. Elle se dispose chaque 40 nanomètres sur le filament fin et est composée de trois sous-unités. La troponine T, qui est responsable de la liaison avec la tropomyosine, la troponine C, qui va fixer le calcium, élément essentiel pour la contraction, et enfin la troponine I, qui va inhiber l'activité ATPasique de la tête de myosine. Cette étape va être traitée dans la dernière partie du cours. La dernière partie structurale de la fibre musculaire va concerner le réticulum sarcoplasmique. C'est un compartiment intracellulaire qui est donc localisé dans le sarcoplasme. Il est spécialisé dans le stockage et la libération du calcium, dont on a dit tout à l'heure qu'il était un élément essentiel de la contraction. Il est constitué de deux parties. Les citernes terminales, un réticulum sarcoplasmique longitudinal qui va suivre tout le long de la myofibrie. Le sarcolème, qui est la membrane plasmique de la fibre musculaire, va présenter des invaginations, qui sont des replis internes de la membrane, et qui va être représenté par le tubule transverse. Il va permettre de conduire le potentiel d'action qui va être au niveau de la membrane jusqu'à l'intérieur de la fibre musculaire. L'ensemble de deux citernes terminales adjacentes et du tubule transverse qui se retrouve entre les deux est appelé une triade. On va entamer la dernière partie du cours qui est la contraction musculaire. On va d'abord voir le mécanisme de la contraction d'une manière générale. Alors il faut savoir, comme on a dit tout à l'heure, que les fibres musculaires sont excitées par les motoneurones alpha. Ces motoneurones alpha vont avoir leurs membranes qui vont être dépolarisées par l'intermédiaire d'un potentiel d'action. Cette dépolarisation de la membrane présynaptique va entraîner une libération de l'acétylcholine dans la fente synaptique. L'acétylcholine va ensuite se lier au récepteur situé sur la membrane postsynaptique et va créer une dépolarisation de cette membrane, créant un potentiel membranaire appelé le potentiel de plaque motrice. Lorsque ce potentiel de plaque motrice va atteindre un certain seuil, il va générer un potentiel d'action musculaire qui va se prolonger, plutôt se propager vers les extrémités de la fibre musculaire. Après l'excitation de la fibre musculaire par le motoneurone alpha, il arrive ce qu'on appelle le couplage excitation-contraction. C'est les événements et les réactions qui vont succéder à l'excitation et qui vont impliquer ou bien mener à la contraction de la fibre musculaire. Avant d'en parler, on va d'abord devoir définir deux récepteurs spécifiques qui vont intervenir dans le couplage excitation-contraction. Tout d'abord, on a le récepteur à la dihydropyridine, qui est localisé au niveau des tubules transverses et qui est un récepteur voltage dépendant. Ensuite, on a le récepteur à la ryanotine. C'est un récepteur localisé au niveau des citernes terminales. Il faut aussi savoir que ces deux récepteurs sont en contact.
Alors, l'arrivée du potentiel d'action musculaire au niveau des triades va entraîner une libération du calcium depuis les sites terminales où il est stocké vers le sarcoplasme, ce qui va être responsable de la contraction qui implique des interactions entre les protéines des filaments fins et épais, ce qu'on va voir dans la dernière partie du cours. Plus précisément, lorsque le potentiel d'action musculaire pénètre le tubule transverse, il va activer le récepteur à la dihydropyridine, ce qui va changer de conformation et activer à son tour le récepteur à la ryanodine. Ce dernier va s'ouvrir et libérer le calcium qui est stocké dans les cytères. Ensuite, le calcium va retourner vers le réticulum sarcoplasmique grâce à une pompe ACA2+, qui va consommer de l'ATP. Cette pompe est appelée la calcium ATPase ou CERCA. Et puisque ce transport va consommer de l'ATP et donc de l'énergie, c'est donc un transport actif. Lorsque le calcium retourne vers le réticulum sarcoplasmique, la baisse de sa concentration intracellulaire va impliquer un arrêt de la contraction. Enfin, nous arrivons à la dernière partie du cours, qui est le mécanisme moléculaire de la contraction musculaire. D'après la théorie de Huxley, la contraction musculaire correspond au glissement des filaments fins et épais, de sorte que l'actine et la myosine se chevauchent, aboutissant à une diminution de la longueur de chaque sarcomère, et donc la diminution de la longueur de la fibre musculaire, des faisceaux de fibres musculaires et enfin du muscle, ce qui provoque la contraction. Ce glissement est dû à des interactions cycliques qui établissent des ponts entre les filaments d'actine et les têtes de myosine. Au repos, la tropomyosine va couvrir les sites de fixation de la myosine sur l'actine, et une molécule d'ATP est fixée sur la tête de myosine. Le calcium va se fixer sur la troponine, qui va changer de forme, entraînant un déplacement de la tropomyosine, permettant la découverte des sites de fixation de la myosine sur l'actine. À ce moment, une molécule de magnésium va se fixer sur l'ATP et celle-ci va s'hydrolyser en ADP plus PI, ce qui va permettre la liaison de la myosine à l'actine. L'ADP plus PI vont être libérés, ce qui entraîne l'inclinaison de la tête de myosine vers le centre du sarcomère, ce qui va faire avancer le filament d'actine auquel elle est attachée. Une autre molécule d'ATP va se fixer sur la tête de myosine et celle-ci va se détacher de l'actine et enfin un autre cycle va pouvoir recommencer. On va pouvoir mieux visualiser ça dans le schéma de la prochaine page. Alors, comme on a dit tout à l'heure, voilà le schéma qui va nous représenter le mécanisme moléculaire. À l'état non activé, la tropomyosine va masquer les sites de fixation de la myosine sur l'actine. La libération du calcium par les sites terminales du réticulum endoplasmique vont permettre la fixation de ce dernier sur la troponine qui va entraîner un glissement de la tropomyosine et donc faire découvrir les sites de liaison de la myosine sur l'actine. Ce qui va permettre ensuite la formation des ponts d'union entre l'actine et la myosine. Puis la libération de l'ADP plus PI va provoquer la rotation de la tête de la myosine qui est fixée à l'actine vers le centre du sarcomère, créant le mouvement du filament fin d'actine. La fixation de l'ATP sur la tête de myosine va provoquer le relâchement, ou plutôt le détachement de la tête de la myosine de l'actine, puis l'hydrolyse de cet ATP va provoquer le redressement de la tête de myosine, ce qui va permettre de commencer un nouveau cycle. Et c'est ces cycles d'attachement et de détachement des ponts d'union qui va produire la force contractile tant que la cellule est activée et stimulée par les motoneurones alpha. Nous terminons ainsi le cours de la physiologie du muscle strié squelettique. J'espère que les explications ont été claires et que vous avez tout compris. Bon courage à vous. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. On espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de s'abonner. Et bien sûr de partager cette vidéo avec vos amis, afin que l'on puisse continuer à développer cette chaîne.
Vous trouvez aussi le cours au format PDF dans la description de la vidéo. Merci et à bientôt. Salam.